Bonjour tout le monde, merci d'être là, merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du capital esthétique, c'est-à-dire de la beauté. Alors, le capital esthétique est très important sur tous les marchés, que ce soit le marché scolaire, le marché professionnel, le marché sexuel, etc. Il faut remarquer, il faut noter que les enfants beaux sont plus appréciés par les enseignants, ils sont mieux notés en général, ils sont moins punis que les autres, ils ont plus d'amis, donc d'un point de vue social, ils ont plus d'amis, ils peuvent choisir leurs amis, etc. Je note ici une petite remarque sur le harcèlement sexuel, où les enfants qui ne sont pas, qui ne sont pas beaux, qui sont gros, etc., peuvent être harcelés, malheureusement. Bien sûr, les adultes beaux sont mieux payés sur le marché du travail. Ils sont plus épanouis sexuellement, ils ont plusieurs partenaires sexuels de toutes les classes, de toutes les races. Ils peuvent choisir leur partenaire sexuel, ils font de beaux mariages, leur ascension sociale en est facilitée. Donc la beauté facilite l'ascension sociale. Les femmes issues des classes populaires, c'est-à-dire qui sont pauvres, peut-être en capital économique ou en capital culturel, elles peuvent utiliser leur capital esthétique comme ascenseur social et chercher des hommes riches, des bourgeois, qui pourraient les sécuriser financièrement. C'est ce qu'on pourrait appeler la loi de l'échange économico-sexuel. Cette loi de l'échange économico-sexuel est une loi universelle, on la trouve dans toutes les cultures, toutes les sociétés, toutes les classes. Il y a toujours cet échange entre beauté et argent, on pourrait dire. Donc les femmes belles convertissent leur capital esthétique en capital économique en épousant des hommes riches. Donc on peut trouver dans la réalité plusieurs exemples, et même c'est souvent comme ça, des femmes pauvres mais jeunes et belles avec des hommes vieux mais riches. Il y a un échange de capitaux, un échange économico-sexuel. Or, d'où vient cette domination masculine? D'où vient le patriarcat? D'où vient cette domination masculine par l'argent plus particulièrement? Donc, pour certains anthropologues, pour certains sociologues, pour certains historiens, etc., le patriarcat se comprend à partir de cette réalité biologique et anthropologique selon laquelle l'homme est incertain. Qu'est-ce que ça signifie que l'homme est incertain? On pourrait dire, pour aller vite, que la femme fait un travail gratuit, pas toujours reconnu, qui est le travail de reproduction, de gestation. Les femmes ont les enfants, elles portent les enfants, elles accouchent, elles font ce travail, souvent pour les hommes, et de façon gratuite et souvent non reconnue. Or, il suffit d'assister à l'accouchement pour savoir qui est la mère de l'enfant. Dans le droit romain, il y a un principe fondamental selon lequel, eh bien, mater semper cerna est. La mère est toujours certaine. On sait qui est la mère de l'enfant, avec certitude. La mère de l'enfant, c'est la femme qui porte l'enfant et qui en accouche, tout simplement. Mais le père est incertain. Seule la mère sait qui est le vrai père. Le père lui-même ne le sait pas avec certitude. Donc, il y a beaucoup de parents qui se posent la question de père, plus particulièrement, suis-je cocu, suis-je le vrai père, etc. Il y a un doute, il y a une incertitude masculine, il y a une incertitude du père à propos donc de la paternité. Bien sûr, aujourd'hui, on a des tests ADN qui permettent d'être sûr d'être le père. Et on a aussi cette problématique des mères porteuses. On a des femmes qui portent les enfants, mais qui ne sont pas vraiment les mères. Donc, ça remet en cause un peu ce principe romain de la mater semper cerna est, etc. C'est juste des éléments de réflexion, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Le meilleur moyen d'être certain de sa paternité, bien sûr, c'est d'enfermer les femmes. C'est le grand enfermement, là c'est entre guillemets, c'est une formule de Foucault à propos de grand enfermement des fous, etc. Mais là, je l'utilise pour l'enfermement. C'est que les hommes ont décidé, entre guillemets, d'enfermer les femmes. Comme ça, elles ne sortent pas, elles n'ont pas de relations sexuelles à l'extérieur, et ils sont sûrs donc de plus jamais être cocus. Donc ainsi, l'homme peut être certain de ne pas dépenser de l'énergie, de l'argent, du travail pour élever des enfants qui ne portent pas ces gènes. Donc on veut bien travailler, on veut bien se sacrifier pour des personnes qui portent nos gènes, mais peut-être pas pour des personnes qui ne portent pas notre génétique. Question donc, est-ce que la domination masculine vient de cette incertitude du père? Cette incertitude donc concernant la paternité. On enferme les femmes, on les domine pour
être certain d'être le père, pour aller vite. Alors, il y a d'autres explications possibles au patriarcat, à la domination masculine, notamment un recours à la biologie, à la religion, à l'idéologie, etc. Donc, pour certains conservateurs, Dieu et la nature, et ou la nature, ont fourni à la femme les organes naturels, les organes nécessaires à l'enfantement. Donc, la femme a des trompes de Fallope, elle a un utérus, elle a le lait maternel. Tout ça prouve que la femme est donc prédestinée naturellement ou surnaturellement par Dieu lui-même à reproduire l'espèce, à rester à la maison pour allaiter et s'occuper de sa progéniture. Donc, si les femmes doivent rester à la maison pour s'occuper de leurs enfants, c'est parce que c'est Dieu qui l'a décidé, c'est parce que c'est la nature qui en a décidé ainsi. Donc on instrumentalise Dieu et la nature, on instrumentalise la religion et la biologie pour justifier les inégalités entre les hommes et les femmes. Et donc il y a une instrumentalisation idéologique de la science et de la religion pour justifier les inégalités hommes-femmes. Bien sûr, tout le monde connaît cette formule dans la Bible où Dieu, entre guillemets, dit à la femme qu'elle enfantera dans la douleur. Donc, à cause évidemment du péché originel, hein, il ne fallait pas croquer la pomme, il ne fallait pas écouter le diable ou le serpent. Donc il y a un crime, une désobéissance à Dieu et puis un châtiment. Et ce châtiment, c'est le travail dans la douleur, c'est-à-dire l'accouchement dans la douleur. Ça, c'est le travail de la femme, qui est d'accoucher dans la souffrance. Bien sûr, certains biologistes nous font remarquer qu'une femme en gestation, une femme qui porte un enfant, une femme enceinte est faible physiquement, elle ne peut pas travailler. Donc c'est difficile de chasser, je lui ai mis ici un exemple, difficile de chasser des girafes quand on est enceinte, bien sûr. Donc elles sont dépendantes vis-à-vis des hommes pour leur apporter à manger pour la nourriture. Donc il y a une sélection sexuelle, les femmes vont donc sélectionner sexuellement, physiquement, des mâles robustes, hein, qui ont une bonne génétique pour leur fournir une progéniture viable, pour avoir de beaux enfants solides, bien bâtis, et apporter aussi les biens nécessaires à la survie et à la survie de la descendance. Comme les femmes sont toujours dans ce risque de tomber enceinte, elles sont toujours dans ce risque de tomber, de porter des enfants, eh bien, elles vont sélectionner des hommes forts, des hommes robustes, des hommes durs à la tâche, des hommes travailleurs, des hommes qui tombent rarement malades, pour leur fournir à la fois des enfants beaux et solides et aussi de la nourriture pour survivre. Donc, bien sûr, l'homme est naturellement musclé, robuste, et il est fait pour le travail à l'extérieur, bien sûr, la chasse, l'agriculture, la guerre, etc. Donc, le travail de l'homme, ça encore, c'est Dieu ou la nature, c'est la surnature ou la nature qui en a décidé ainsi, c'est de nourrir les siens et de tuer les ennemis, bien sûr. Avec cette sentence donc de Dieu dans la Bible, hein, tu arracheras ta subsistance de la terre dans la souffrance. Donc, le travail de l'homme, c'est le travail de la terre, et le travail de la femme, c'est l'enfantement dans la souffrance. Donc, c'est Dieu et la nature qui sont à l'origine de la division sexuelle du travail. Donc, le sexe féminin a son travail, qui est l'enfantement, et le sexe masculin a son travail, qui est donc l'agriculture et la guerre. Donc, on a comme ça des structures sociales et mentales, hein, des idées, des catégories, des concepts qu'on a au fond de notre cerveau et qui nous permettent justement de juger le monde. Les structures masculin-féminin, les hommes et les femmes. Les hommes sont à l'extérieur, ils travaillent, les femmes restent à l'intérieur. Les hommes sont forts et les femmes sont faibles. Les hommes sont supérieurs, les femmes sont inférieures, etc. Donc, dans cette division sexuelle du travail, la femme gère la reproduction de l'espèce, donc elle a des enfants, tout simplement, et l'homme gère la production des biens nécessaires à la survie, la nourriture, les armes. Donc, il y a un travail de reproduction qui est géré par la femme, qui est féminin, et un travail de production qui est géré par l'homme. Pour d'autres anthropologues, le patriarcat pourrait s'expliquer par un autre phénomène qui est l'incertitude du désir féminin pour les hommes. C'est-à-dire le désir féminin est incertain. Est-ce que les femmes veulent vraiment faire l'amour? Les hommes peuvent en douter parce qu'ils sont certains de leur désir sexuel, mais ils sont incertains de celui de la femme. Ils ne sont pas sûrs que la femme désire réellement la sexualité. Parce qu'on a des manifestations physiques, phénoménologiques extérieures du désir masculin. On sait quand un homme ressent du désir sexuel, pardon. C'est l'érection.
mais on n'a pas de manifestation extérieure évidente du désir sexuel de la femme. Donc toutes ces questions, est-ce qu'il existe un désir sexuel chez les femmes? Est-ce que ce désir sexuel, s'il existe, est intense, fort ou faible? Est-ce que cette intensité du désir est égale chez l'homme et chez la femme, etc. Tout un tas de questions qui pourraient tarauder l'esprit des hommes et qui pourraient expliquer cette domination économique, cette domination masculine et ce patriarcat. Donc, les hommes pourraient en conclure donc que si les femmes n'aiment pas faire l'amour, alors il faudra les payer. Comme on paye un salarié qui n'aime pas particulièrement son travail. Les femmes font un effort sexuel, elles n'aiment pas ça, elles font un effort pour les hommes et cet effort doit être payé. Donc on a ici une structure argent contre sexualité, ce qu'on pourrait appeler tout simplement, je l'ai dit précédemment, la loi de l'échange économico-sexuel. Donc les femmes ne payent pas les hommes, évidemment, elles ne donnent pas d'argent aux hommes pour faire l'amour, parce que les hommes sont payés en plaisir sexuel, tout simplement. Comme les femmes n'y prennent aucun plaisir, elles font un effort, ça peut être douloureux, ça peut être ennuyeux, donc il faut les rémunérer pour cet effort louable, hein, évidemment. Donc pas de plaisir sexuel pour les femmes, mais un plaisir financier. Je vous conseille vivement, pour comprendre cette structure de l'échange économico-sexuel, de la domination masculine, etc., le livre de Paola Tavé, qui est une anthropologue féministe italienne, très très importante pour moi. Et elle a écrit un livre qui s'appelle La Grande Arnaque, et qui est vraiment un chef-d'œuvre. Elle démontre beaucoup de choses, hein, elle démontre énormément de choses, mais elle prend cet exemple qui me semble vraiment idéal typique. Elle prend l'exemple de deux civilisations, les Meïnaku en Amazonie et les Kong en Afrique du Sud. Alors, chez ces deux peuples, chez ces deux cultures, le poisson est le bien le plus valorisé, c'est le bien le plus cher. Vraiment, les hommes les plus riches, ce sont les hommes qui pêchent beaucoup de poissons. C'est comme l'argent dans les pays capitalistes, les pays avec classe sociale, etc. Donc les hommes pêchent le poisson et les femmes, évidemment, n'ont pas le droit de le faire. Donc, les hommes monopolisent la pêche, ils monopolisent les moyens de production et les biens valorisés et excluent les femmes de la compétition économique. Bien sûr, c'est justifié par tout un tas d'idéologies, de préjugés. Alors, pour ces civilisations, les femmes font fuir les poissons n'aiment pas l'odeur de la femme, l'odeur de ses règles, etc. Donc, tout est bon pour exclure la femme de la pêche, pour exclure la femme de la monopolisation des moyens de production. Bien sûr, ces poissons ont une vertu sexuelle, enfin, les hommes, bien sûr, après la pêche, ils se dépêchent d'échanger des poissons contre des services sexuels. Donc, dans un premier temps, on empêche les femmes de pêcher, on permet uniquement aux hommes d'aller pêcher les poissons, et après, on échange ces poissons contre des services sexuels. Donc, pas de poissons, pas de sexualité. Pour nous, pays capitalistes, à économie de marché, avec des classes sociales, des riches et des pauvres, eh bien, pour nous, pas d'argent, pas de statut social, pas de sexualité. La sélection sexuelle se fait sur le capital économique. Donc, seuls les hommes riches, qui ont beaucoup de capital économique, peuvent accéder à cette ressource rare qui est la sexualité. Donc, est-ce que la femme doit être pauvre et est-ce que seuls les hommes doivent être riches? Je me répète, mais cette structure de l'échange économico-sexuel s'explique vraiment par la domination économique des hommes. Donc, il y a un monopole des moyens de production, une accumulation primitive de richesses par les hommes, c'est-à-dire que les hommes accumulent des richesses et empêchent les femmes de s'enrichir. Il y a une relégation de la femme dans le monde privé. Donc, on empêche les femmes d'avoir de l'argent, de travailler. Et le but ou la conséquence, pouvoir dominer les femmes économiquement et ainsi échanger de l'argent contre des services sexuels. Donc cette vision, évidemment, est fonctionnaliste, elle est finaliste, mais elle est didactique, si vous voulez. Elle permet de comprendre au moins cette structure de la domination par la monopolisation des moyens de production et par l'échange économico-sexuel. Égalité de désir et de plaisir. Donc la domination masculine, est-ce qu'elle vient de cette incertitude à propos du désir de la femme et cette certitude à propos du désir de l'homme? Parce que si les hommes et les femmes désirent avec la même intensité l'acte sexuel, cet acte sexuel aurait pu être considéré donc, comme un échange égal de plaisir. Donc l'homme n'a pas à payer la femme, ni la femme à payer l'homme, puisque les deux désirent l'acte sexuel de la même manière, et les deux y prennent un plaisir égal. Donc il n'y a pas lieu de faire entrer l'argent dans cet échange de plaisir et d'amour, etc.
Donc le plus grand danger pour les hommes, c'est une femme riche, bien sûr, une femme qui domine économiquement, une femme qu'on ne peut plus payer donc pour accéder à son corps, etc. Donc voilà à peu près sur cette question de la beauté, du capital esthétique et de la domination masculine. Je ferai une autre vidéo pour peut-être approfondir la question et notamment en mettant en avant un concept très important qui est le marché sexuel. Parce qu'il y a un marché sexuel, nous sommes des produits sexuels, et pour mieux comprendre les relations sexuelles et les relations matrimoniales, il faut faire introduire ce concept de marché sexuel. Voilà, merci. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, abonnez-vous. Ciao, ciao!